Les différentes scènes que tu vas visualiser ont quelque chose en commun. Une trajectoire parabolique, obtenue du point de vue de la physique, dans le cas d'une chute libre avec un lancer initial oblique. Une clarification s'impose. L'expression chute libre n'a pas la même signification dans le langage courant. En physique, on parle de chute libre lorsque la seule force appliquée à un système est le poids. Ainsi, un parachutiste dit en chute libre avant l'ouverture de son parachute ne l'est pas, puisqu'il est soumis à son poids et une force de frottement de l'air très importante. En fait, c'est le cas de tous les systèmes étudiés sur Terre, car dans la réalité, l'air est toujours présent. Mais dans certaines situations, vitesse modérée, hauteur de chute faible, objets compacts, denses et profilés, les frottements sont bien plus faibles que le poids. On peut alors les négliger et utiliser l'approximation de chute libre. C'est cette situation particulière que nous allons exploiter dans cette vidéo pour établir les équations horaires du mouvement, l'équation de la trajectoire, donc celle d'une parabole, la flèche et la portée du projectile. Le système étudié est ici une balle dont le centre de masse m se trouve initialement en un point m0 de hauteur petit h. Le vecteur vitesse initial v0 de la balle fait un angle alpha avec un axe horizontal. Le mouvement de la balle est étudié dans un référentiel terrestre et dans le repère OXY, l'axe OX étant positionné au niveau du sol. Le bilan des forces se résume au poids puisque nous sommes dans le cadre d'une chute libre. Dans un premier temps, nous allons donner les coordonnées du vecteur champ de pesanteur petit g, les coordonnées du vecteur vitesse initiale v0 et les coordonnées du vecteur position initiale OM0. Avant de donner ces coordonnées, je t'invite à visualiser ma vidéo sur la projection des vecteurs. Tu y verras notamment que les coordonnées d'un vecteur sont indépendantes de son origine. On s'intéresse dans un premier temps aux coordonnées du vecteur petit g. Il s'agit d'un vecteur vertical orienté vers le bas. Son abscisse est donc nulle. Étant orienté vers le bas, cela signifie que sa coordonnée y est égale à moins sa norme, c'est-à-dire moins g. Considérons maintenant le vecteur vitesse initiale v0. Ce vecteur vitesse initiale v0 possède deux coordonnées que nous noterons v0x et v0y. v0x est le produit de la norme de ce vecteur v0 par le cosinus de l'angle alpha. v0y est égal à v0 multiplié par le sinus de l'angle alpha. Ces deux coordonnées dérivent de relations de trigonométrie que tu peux voir dans ma vidéo sur la projection des vecteurs. Troisième vecteur qui nous intéresse ici, c'est le vecteur position à l'état initial OM0. Le point M0 possède deux coordonnées dans le repère OXY qui sont 0 petit h. On en déduit que le vecteur position OM0 a pour coordonnées x0 égale 0 et y0 égale petit h. Une fois les coordonnées des trois vecteurs précédents établies, la deuxième étape consiste à déterminer les coordonnées du vecteur accélération petit a du centre de masse de la balle. Pour cela, on applique la deuxième loi de Newton. Celle-ci nous dit que masse fois le vecteur accélération est égale à la somme des vecteurs force qui s'exercent sur notre système qui est la balle. La seule force agissant sur notre système étant le poids, cette formule devient masse fois le vecteur accélération égale vecteur poids. Par définition, le vecteur poids est égal à m fois le vecteur champ de pesanteur, petit g. La relation précédente devient donc m fois le vecteur accélération égale m fois le vecteur petit g. Il ne faut surtout pas oublier la flèche sur le petit g, parce qu'à gauche nous avons un vecteur, masse fois le vecteur accélération, et donc à droite nous devons aussi avoir un vecteur, donc masse fois vecteur champ de pesanteur. Tu remarques que la masse se simplifie des deux côtés. Nous obtenons donc que le vecteur accélération est égal au vecteur petit g. Deux petites remarques avant d'écrire les coordonnées du vecteur accélération. Premièrement, le vecteur accélération est indépendant de la masse du système. Deuxièmement, le vecteur accélération est constant puisqu'il est égal au vecteur petit g qui lui-même est constant. Les coordonnées du vecteur accélération sont donc les suivantes, on va d'ailleurs les noter AX et AY. D'après la relation précédente, les coordonnées de ce vecteur accélération sont les mêmes que celles du vecteur petit g.
D'après la page précédente, on voit que les coordonnées du vecteur petit g sont 0 et moins g, ce qui signifie que ax est égal à 0 et que ay est égal à moins g. On en profite déjà pour préparer la suite. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On en déduit donc que ax est égal à la dérivée de la coordonnée vx du vecteur vitesse par rapport au temps. Et de la même manière, ay est égal à la dérivée de la coordonnée vy du vecteur vitesse par rapport au temps. La troisième étape consiste à déterminer les coordonnées du vecteur vitesse v de t. Avant cela, je te conseille de revoir ma vidéo sur dérivées et primitives indispensables en mécanique, ce qui va grandement faciliter la compréhension de ce qui va suivre. On démarre par la coordonnée vx du vecteur vitesse. Pour cela, on va utiliser la formule établie précédemment, notamment pour ax, avec 0 égale dérivée de vx par rapport au temps. En mathématiques, lorsque la dérivée d'une fonction est nulle, cela signifie que la fonction elle-même est constante. Ainsi, si je dérive 2, moins 5 demi, moins 3 huitièmes, eh bien j'obtiens 0. Cela signifie que pour nous, vx de t va être égal à une constante, puisque la primitive de 0 est bien une constante. Cette constante sera notée C1. Cette constante C1 ne prend pas n'importe quelle valeur. En effet, à l'instant initial, vx de t valait v0 fois cosinus alpha, et ne va donc pas changer de valeur pour les instants suivants. Cela signifie que notre constante est égale à v0 multiplié par cosinus alpha. On en déduit donc que vx de t est égal à v0 multiplié par cosinus alpha. Déterminons maintenant la coordonnée vy du vecteur vitesse. Pour cela, on va s'appuyer sur l'expression de ay établie précédemment, avec moins g égale dérivée de vy par rapport au temps. Vy est donc égal à la primitive de moins g. Moins g étant une constante, on peut dire que vy de t est égal à moins gt, puisque si je dérive moins gt, je retrouve moins g, plus une constante, puisque quand je dérive la constante, ça fait 0. Donc si je fais moins gt plus 1000 et que je dérive, je retrouve moins g de toute façon. Cette constante va être déterminée d'après les conditions initiales. À t égale 0 secondes, vy à t égale 0 vaut, d'après l'étude initiale que nous avons effectuée, v0 fois sinus alpha. Si je remplace t par 0 dans l'expression encadrée, j'obtiens donc vy à t égale 0 secondes égale moins g multiplié par 0, puisque je remplace t par 0, plus c2. Moins g fois 0 égale 0, j'obtiens c2. Si je compare ces deux expressions-là, on constate qu'elles sont toutes les deux égales à vy à t égale 0. J'ai donc c2 qui est égal à v0 fois sinus alpha. J'en déduis donc que vy de t est égal à moins gt plus c2 que je remplace par sa valeur, c'est-à-dire v0 multiplié par sinus alpha. J'obtiens donc les coordonnées suivantes pour le vecteur vitesse. Vx de t égale v0 cos alpha, vy de t égale moins gt plus v0 fois sinus alpha. Le multiplier, on peut le laisser de côté pour alléger les écritures. Comme précédemment, on prépare la suite. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps, ce qui signifie que Vx représente la dérivée de la coordonnée x du vecteur position par rapport au temps, et que Vy représente la dérivée de la coordonnée y du vecteur position par rapport au temps. La quatrième étape consiste à déterminer les coordonnées du vecteur position OM de t. Pour cela, on va s'appuyer sur les résultats des coordonnées du vecteur vitesse établis précédemment. Concernant x de t, on va utiliser la formule v0 cosinus alpha égale dérivée de x par rapport au temps. La dérivée de x par rapport au temps est égale à v0 cosinus alpha, donc une constante. Cela signifie que x est une primitive de v0 cosinus alpha, ce qui me donne x de t égale v0 cosinus alpha t plus une constante que je vais noter C3. En effet, si je dérive V0 cosinus alpha t par rapport au temps, il me reste V0 cos alpha plus la dérivée de C3 qui vaut 0.
C3 va être déterminé à partir des conditions initiales. En effet, à t égale 0 secondes, x à t égale 0, que nous avions noté x0, est égal, d'après les conditions initiales, à 0. Je remplace maintenant t par 0 dans la formule encadrée. J'obtiens donc x à t égale 0 secondes. V0 cosinus alpha multiplié par 0 plus C3. Il me reste C3. J'en déduis donc que C3 égale 0, puisque ces deux quantités sont égales à x à t égale 0 secondes. J'en déduis donc l'expression de x de t, qui est égale à V0 cosinus alpha t plus 0. Je vais donc laisser simplement V0 cosinus alpha t. On s'intéresse maintenant à la coordonnée y du vecteur position. Pour cela, on va partir de la formule établie précédemment, à savoir moins gt plus V0 sinus alpha égale dérivée de y par rapport au temps. Y représente donc une primitive de moins gt plus V0 sinus alpha t. J'obtiens donc y de t égale moins g multiplié par la primitive de t. La primitive de t est égale à t au carré sur 2. En effet, si tu dérives t au carré sur 2 par rapport au temps, tu vas obtenir 2t divisé par 2, ce qui te donne t. Si tu veux de plus amples informations, je t'invite vraiment à revoir ma vidéo sur dérivées et primitives en mécanique. Plus primitive de V0 sinus alpha, ce qui me donne donc V0 sinus alpha t. On ajoute bien entendu une constante que nous appellerons C4. C4 va être déterminée à partir des conditions initiales. À t égale 0 secondes, y à t égale 0 secondes est égal à y0. D'après les conditions initiales que nous avons établies précédemment, tu constates que y0 est égal à petit h, qui correspond à la hauteur initiale du centre de masse de la balle. On en déduit donc que y0 est égal à petit h. Pour la seconde expression, je vais remplacer dans la formule encadrée t par 0, ce qui me donne y à t égale 0 secondes moins g multiplié par 0 au carré divisé par 2 plus V0 sinus alpha le tout fois 0 plus C4. Il me reste donc simplement C4. Les deux quantités que je souligne sont égales entre elles puisque toutes les deux sont égales à y à t égale 0. J'en déduis donc que C4 égale petit h. Ce qui me permet d'écrire de manière définitive l'expression littérale de y de t. J'obtiens donc y de t égale moins 1/2 de gt carré, ce qui est équivalent à moins gt carré divisé par 2, plus V0 multiplié par sinus de alpha multiplié par t, plus C4, c'est-à-dire petit h. L'écriture des coordonnées du vecteur position OM de t nous donne donc x de t égale V0 multiplié par cosinus alpha multiplié par t, y de t égale moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus petit h. Nous venons donc d'établir les équations horaires du mouvement qui représentent les expressions de x de t et y de t qui décrivent la position du système au cours du temps. Je les ai recopiées dans le cas général sur cette nouvelle page et je t'ai également compilé quelques situations qui simplifient ces équations avec des conditions initiales particulières. À partir de maintenant, je voudrais exprimer y non pas en fonction du temps, mais en fonction de x, pour obtenir l'équation de la trajectoire du système et connaître ainsi la courbe qu'il décrit. Pour cela, je vais partir des équations horaires. Je vais exprimer petit t dans la première équation concernant x. J'obtiens t égale x divisé par V0 cosinus alpha. En effet, V0 cosinus alpha était en facteur du temps. Si je le passe de l'autre côté, il passe au dénominateur.
Cette expression de t, je vais la remplacer dans l'expression de y. J'obtiens donc y égale moins 1 demi multiplié par g, t carré remplacé par x carré sur v0 au carré multiplié par cosinus alpha au carré, plus v0 sinus alpha, là encore je remplace t par x divisé par v0 cosinus alpha, plus petit h. Ce qui me donne y égale, le x carré on va le mettre derrière la fraction, ce qui me donne moins petit g, divisé par 2 fois v0 carré fois cosinus de alpha au carré x carré. Pour le deuxième terme, les v0 se simplifient et j'obtiens sinus alpha sur cosinus alpha fois x. Par définition, sinus alpha sur cosinus alpha représente la tangente. J'ai donc plus tangente alpha multiplié par x plus petit h. Voilà l'équation de la trajectoire. Y est donc de la forme ax carré plus bx plus c. Il s'agit donc de l'équation d'une parabole. Cette parabole est concave puisque le terme devant x carré est négatif. En effet, g est positif et le dénominateur est positif puisque c'est un produit de carré. Comme il y a un moins devant, ça signifie que le terme devant x carré est négatif, la parabole est concave. On retrouve donc bien l'allure parabolique de la courbe qui a été tracée lors de la première page. À présent, déterminons la flèche qui désigne la hauteur maximale atteinte par le système au cours du mouvement. En d'autres termes, c'est l'ordonnée maximale du vecteur position que nous noterons YF, ici l'ordonnée du point M6 de notre trajectoire. Ce point étant au sommet de la parabole, le vecteur vitesse toujours tangent à la trajectoire est donc horizontal. Vy vaut donc 0 m par seconde au point M6, et nous pouvons en déduire l'instant TF, correspondant au passage du système au sommet de la parabole. Vy à l'instant TF est donc égal à 0. Nous devons donc résoudre l'équation moins g TF plus V0 sinus alpha égale 0. Si nous passons moins GTF à droite, ça devient plus GTF. Nous pouvons donc en déduire que TF est égal à V0 multiplié par sinus alpha divisé par petit g. Il nous suffit ensuite de remplacer l'expression de TF dans la coordonnée y du vecteur position. La flèche est donc égale à YF, c'est-à-dire y à l'instant TF, égale moins 1 demi de G TF au carré, plus V0 fois sinus alpha multiplié par TF, plus petit h. En remplaçant par l'expression de TF encadrée, nous obtenons YF égale moins 1 demi de G multiplié par V0 carré sinus alpha au carré divisé par G carré. Plus, deuxième terme, V0 multiplié par sinus alpha, multiplié par V0 sinus alpha, divisé par petit g, plus, troisième terme, petit h. Je peux simplifier pour le premier terme le g avec le carré du g du dénominateur. Nous obtenons YF égale moins V0 carré sinus alpha au carré divisé par 2 fois G plus G V0 fois V0 et sinus alpha fois sinus alpha, ce qui me donne V0 carré sinus alpha au carré divisé par petit g plus petit h. Je vais m'occuper des deux premiers termes en factorisant par V0 carré sinus alpha au carré divisé par petit g. Ce qui me donne V0 carré sinus alpha au carré divisé par g. Facteur 2
moins 1/2, plus 1, plus petit h. YF est donc égal à V0 carré sinus alpha au carré divisé par petit g, moins 1/2 plus 1 me donne 1/2, 2 que je peux donc mettre au dénominateur devant le petit g, plus petit h. Si la balle démarre du sol, petit h vaut 0 et il restera simplement YF égale V0 carré multiplié par le sinus de alpha au carré divisé par 2g. Allez, on achève cette vidéo interminable par la détermination de la portée. La portée d'un mouvement parabolique est la distance horizontale entre le point de lancement et le point où le projectile atteint le sol. Nous considérons le cas simple où le point de lancement est l'origine du repère, donc pas de hauteur initiale petit h pour le système. D'après la figure, cela revient à chercher l'abscisse du point de la trajectoire, dont l'ordonnée y est nulle. Bien entendu, x égale 0 m est une solution, mais n'est pas ici la solution qui nous intéresse. Nous cherchons plutôt la deuxième intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Nous noterons xp, l'abscisse de ce point d'intersection différente de 0, et qui correspond donc à la portée. Nous pouvons donc écrire y de xp est égal à 0. Je vais donc remplacer x dans l'équation de la trajectoire par xp, et je vais placer le premier terme dans le membre de droite. Il me reste donc à gauche tangente alpha xp, qui est le deuxième terme, égale, alors le premier terme en passant à droite devient positif, j'ai donc petit g divisé par 2 V0 carré multiplié par cosinus alpha au carré, facteur de xp carré. Je divise à gauche et à droite par xp, j'ai le droit de le faire puisque xp est différent de 0, ce qui me permet de supprimer le xp à gauche et le carré à droite, et je vais ensuite retourner l'équation. J'obtiens donc xp égale tangente alpha multiplié par 2 V0 carré cosinus alpha au carré, le tout divisé par petit g. Le petit g qui était en facteur de xp passe au dénominateur de l'autre côté. A l'inverse, 2v0 carré cosinus alpha carré qui était au dénominateur devant xp passe au numérateur. Je remplace maintenant tangente alpha par sinus alpha sur cosinus alpha. J'obtiens sinus alpha divisé par cosinus alpha multiplié par 2v0 carré multiplié par cosinus de alpha au carré. Le tout sur petit g. Je peux simplifier le cosinus alpha et le carré. Il en résulte que xp est égal à... Je réorganise tous les facteurs du produit du numérateur, ce qui me donne 2 multiplié par sinus alpha cosinus alpha v0 carré sur petit g. Une formule de trigonométrie connue est 2 sinus alpha cosinus alpha égale sinus 2 alpha. J'en déduis donc que xp est égal à v0 carré que je place devant, multiplié par le sinus de 2 alpha, divisé par petit g. Voilà l'expression de la portée. On peut se poser une dernière question. Quand cette portée est-elle maximale ? Tu sais que la valeur maximale du sinus est 1. Donc la portée maximale quand le sinus de 2 alpha vaut 1. Lorsqu'un sinus vaut 1, c'est que l'angle sous le sinus vaut 90 degrés. J'ai donc 2 alpha égale 90 degrés, ce qui me donne donc une portée maximale pour alpha égale 90 divisé par 2, soit 45 degrés. La portée maximale sera donc obtenue pour un angle alpha égale 45 degrés si la balle démarre à l'origine du repère. Alors, prêt à plonger avec Archimède et les frottements ? En attendant cette vidéo, le PDF de cette longue présentation est à portée de clic avec le lien présent dans la description de la vidéo. Un petit like pour faire grimper cette vidéo en flèche et à très vite, for sure.